Bienvenue à tous pour ce sixième webinaire du colloque La Maternelle de la Mission laïque française. Alors, nous sommes très heureux d'avoir l'intervention aujourd'hui d'Alex de Carvalho, qui est maître de conférences en psychologie du développement à l'Université Paris-Cité Paris-Descartes et au sein du LAPSIDE, le laboratoire de psychologie du développement avec lequel la Mission laïque a signé un récent partenariat en décembre dernier. Donc, Alex de Carvalho est docteur en sciences cognitives également à l'École normale supérieure et il a fait un post-doctorat aux États-Unis. Et l'essentiel de ses recherches se concentre justement sur le développement, l'acquisition du langage. Donc, le langage est encore à l'honneur pour ce sixième webinaire, sous l'angle cette fois plus spécifiquement du plurilinguisme, étant donné que c'est le cas des établissements du réseau de la mission laïque française. Voilà, donc Alex de Carvalho va faire une intervention de 40-45 minutes et vous pourrez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et nous aurons ensuite un temps où vous pourrez également ouvrir vos micros pour intervenir directement une fois que Monsieur de Carvalho aura terminé son intervention. Alex, nous te remercions de ta présence et nous te cédons la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je pense que j'ai plus rien à dire, sauf que je suis d'où je viens. Mais donc, je suis là aujourd'hui pour vous parler de comment on pourrait favoriser l'apprentissage du langage oral en maternelle. Donc, Véronique m'avait bien dit que c'est une de vos missions et que vous êtes toutes et tous très intéressés par la question. Donc, il faut savoir que moi, je travaille beaucoup en essayant de décrypter un peu la machine, hein, en essayant de décrypter comment les enfants apprennent le langage, quels sont les mécanismes qu'ils utilisent pour apprendre le langage. Donc, il y a toute une partie de recherche fondamentale dans les choses que je fais. Mais il y a aussi une partie appliquée parce que j'estime qu'aujourd'hui, nous connaissons déjà énormément, grâce à la recherche dans ces domaines, dans le domaine des sciences cognitives, sur la psychologie du développement et en psycholinguistique en général, nous connaissons déjà les contextes qui donnent lieu à des meilleurs apprentissages du langage, donc qui favorisent l'apprentissage du langage. Donc, je suis là pour partager un peu tout ça avec vous. Donc, le programme de cette intervention, j'ai divisé en deux parties. Je vais dans un premier temps vous parler un peu des disparités qui existent dans l'apprentissage du langage oral chez les jeunes enfants, notamment les enfants d'âge de maternelle. Et dans une deuxième partie, on va partir sur un plan plus appliqué où je vais vous présenter quelques solutions qu'on pourrait utiliser dans la vie de tous les jours pour favoriser l'apprentissage du langage oral en maternelle. Et bien évidemment, à chaque fois que je présente ces outils, que je parle de comment favoriser ces apprentissages-là, il faut garder en tête que ça peut servir bien évidemment pour l'apprentissage de la langue maternelle, mais également pour d'autres langues et notamment le cas des enfants bilingues, trilingues, plurilingues. Donc, quand on se pose la question de comment favoriser l'apprentissage du langage oral en maternelle, on doit, dans un premier temps, se poser la question tout simplement de comment font les enfants pour apprendre le langage. Donc, il y a des théories, des idées qui vont dire que les enfants sont tous nés avec un cerveau et que dans leur cerveau, ils avaient déjà une base pour établir les fondations du langage, donc de la grammaire de leur langue maternelle. Très bien. Mais ça ne se fait pas sans exposition. Donc, pour pouvoir apprendre le langage, l'enfant ne peut pas tout simplement deviner comment le langage fonctionne. Il va devoir interagir avec d'autres personnes. Il va devoir communiquer. Et là, les parents, ou en tout cas toutes les personnes autour de l'enfant, jouent un rôle crucial dans l'apprentissage du langage. Donc, la première chose qu'on va garder en tête, c'est que si nous souhaitons favoriser l'apprentissage du langage en maternelle, il faudrait déjà commencer par parler aux enfants. Et quand je dis parler, c'est parler beaucoup. C'est discuter avec les enfants, c'est introduire une richesse de vocabulaire, une richesse de structures syntaxiques différentes, et on va voir plus tard pourquoi. Il faut savoir que malheureusement, tous les enfants ne sont pas stimulés de la même façon, donc ils ne reçoivent pas tous le même type d'interaction que je viens de signaler ici en montrant une maman qui interagit avec son bébé. Donc, on sait
grâce à beaucoup de recherches et beaucoup de documents qui ont été publiés sur les environnements des enfants, qu'ils ne sont pas tous exposés exactement au même type d'interaction et au même type de simulation. En exemple, c'est plus une anecdote que quelque chose de très factuel, mais qui a été décrit dans ces livres, comment les familles ont de l'importance, un sociologue a appelé le cas de trois mamans et une aubergine, que j'aime bien raconter pour vous sensibiliser un peu à ces différents contextes qui font partie de la vie de tous les jours et qui montrent donc de façon très claire les disparités qui existent dans l'input, donc dans le langage que les enfants entendent dans leur quotidien. Donc, vient de ces cas-là. Donc, tout simplement, qu'est-ce que ça décrit? Donc, c'est un sociologue qui s'est mis dans un supermarché et qui s'est mis tout simplement à décrire les types d'interactions qu'il observait entre les parents et les enfants quand ils étaient, par exemple, face aux rayons de légumes et de verdure et que les enfants se mettaient, par exemple, à éventuellement poser une question sur un des produits qu'ils voyaient sur le rayon. Donc là, vous allez voir le cas de trois familles différentes et un enfant qui ne sait pas, par exemple, comment appeler cette aubergine. En tout cas, elle ne connaît pas le nom aubergine, elle ne sait pas qu'est-ce que c'est ces légumes, cette espèce de légumes violets qu'elle voit, c'est un légume plutôt rare, et qui va donc poser la question à ses parents de qu'est-ce que c'est, d'accord? Et nous allons voir que les réponses données par les parents peuvent être diverses et variées. Donc ici, nous avons donc le premier cas, une famille qui arrive au supermarché en fin de journée, donc tout le monde est fatigué, les parents travaillent toute la journée, ils doivent faire des courses pour faire à manger le soir. Et donc, il y a un enfant qui demande à sa maman, Maman, c'est quoi ça? Et cette fois-ci, il a la mère qui va répondre, qui va dire tout simplement, Je ne sais pas, arrête de me poser des questions, viens, on va à la caisse. Donc, si on part du principe que pour pouvoir apprendre l'essence des mots, les enfants doivent interagir avec les adultes, ils doivent entendre les mots et peut-être voir les objets qui font référence aux mots qu'on utilise, etc. Là, on a complètement raté cette opportunité, n'est-ce pas? Parce que l'enfant ici n'a même pas pu entendre comment on nomme cet objet. Mais il y a le cas d'une deuxième famille, donc même situation, un enfant qui arrive, qui demande c'est quoi ça? Et la maman qui va répondre c'est une aubergine, mais on ne mange pas ça. Allez, viens, on y va. OK, très bien. Au moins ici, vous allez me dire, elle a nommé l'objet. Donc peut-être que l'enfant pourrait apprendre comment on appelle ces légumes violets qu'elle n'a jamais vus avant. Mais ce n'est pas une simulation très riche. Le mot a été utilisé uniquement dans une phrase, n'est-ce pas? Donc ça ne va pas forcément permettre à l'enfant de savoir comment il peut réutiliser ces mots dans d'autres contextes différents. Enfin, une troisième famille arrive, même situation, fin de journée, tout le monde est fatigué. L'enfant qui demande, Maman, c'est quoi ça? Et cette fois-ci, vous avez une maman qui va répondre, c'est une aubergine, l'un des rares légumes violets qui existent. Regarde sa police, c'est brillante. Regarde sa forme. Tu sais, il existe un plat appelé l'aubergine à la parmigiana. C'est comme le poulet parmesan de ta tata que t'aimes autant. Allez, on achète cette aubergine, on la ramène à la maison, on la découpe en tranches et on va voir comment elle est à l'intérieur. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme une pomme de terre, mais avec des graines dedans. Ma question, messieurs, dames, pour vous, c'est tout simplement quel type de parent êtes-vous? Que faites-vous quand vous êtes avec vos enfants au supermarché? Certains, quand je pose cette question, me disent, je suis un peu entre la maman 2 et 3, ou certains vont me dire, non, je suis plutôt entre la 1 et la 2. Mais en réalité, bien évidemment, on peut être les trois types de parents et tout dépend du contexte et des situations. D'accord? Mais tous les parents ne sont pas forcément conscients de ça et tous les enfants ne reçoivent pas forcément le même type d'interaction. Donc, on va se poser des questions de qu'est-ce qui fait qu'un enfant a un très bon vocabulaire, beaucoup de structures syntaxiques différentes, sait faire des associations différentes, diverses et variées avec les mots qu'il utilise. Ça vient peut-être de là. Ça vient peut-être du type d'interaction qu'ils reçoivent à la maison avant même d'arriver dans vos écoles. Donc, on sait que les enfants ne sont pas égaux dans la quantité et la qualité du langage auquel ils sont exposés.
Et ça a été étudié de façon très sérieuse. Il y a de nombreux articles qui vont montrer ça, et notamment ces bouquins qui a été publié dans les années 80, 90, qui a fait quand même beaucoup de bruit à l'époque, parce que Hart et Risley ont fait une étude où ils ont décidé tout simplement d'aller dans la maison de différentes familles provenant de différents milieux socio-économiques, par exemple, et d'enregistrer tout ce que s'est passé dans l'environnement des enfants, d'accord, afin de savoir si oui ou non il y avait des disparités dans la quantité d'interactions que les parents avaient avec les enfants et dans la quantité de langage que ces enfants pouvaient entendre. OK? Et ce qu'ils ont pu observer, par exemple, en faisant cette étude, c'est que le nombre de mots entendus par les enfants en fonction des différents niveaux socio-économiques des familles n'était pas le même. Donc là, vous avez la quantité de mots que les enfants entendaient dans le langage qui était adressé par les parents. Et donc ici, c'est en fonction de l'âge en mois, hein, donc 12 mois, 24 mois, 36 mois et 48 mois. Et vous avez en couleur les différents milieux socio-économiques. Donc en jaune, vous avez les familles de cadres, d'accord? Donc les personnes qui ont des salaires les plus élevés, les emplois les plus euh, euh, des directions en tout cas. En vert, vous avez les classes moyennes, donc plus les employés normaux, qui ne sont pas cadres. Et en violet, vous avez ici des familles qui sont considérées comme étant à risque, puisque les parents étaient sans emploi et ils touchaient de l'aide de l'État. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle ici les familles aidées. Et donc, ce qu'on observe, c'est que déjà à 12 mois, il y a un écart énorme dans la quantité d'interactions langagières que ces enfants reçoivent. Les familles des cadres ont prononcé environ 10 000 millions de mots à ces enfants à 12 mois, tandis que les familles qui sont aidées par l'État ont à peine prononcé 2 millions de mots à leurs enfants. Donc ici, on voit un écart de 8 millions de mots. Mais on pourrait dire que ces écarts existent tout simplement parce que les familles plus aisées ont peut-être plus d'informations sur le développement de l'enfant. Ils savent que les enfants sont capables d'entendre et de comprendre des choses bien avant d'être capables de parler. Et donc, c'est peut-être la raison pour laquelle cette petite culture sur comment fonctionne l'enfant pourrait faire que les parents plus aisés parlent davantage que les parents moins aisés. Mais une fois que les enfants se mettent à parler eux, on devrait voir ces différences disparaître parce que tous les parents vont vouloir répondre à leurs enfants. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'on voit. Si quelque chose, c'est qu'on observe ici, avec ces graphiques, c'est que ces différences ont tendance à augmenter avec l'âge. Donc là, vous voyez que, par exemple, à 24 mois, l'écart, il est de environ 25 millions à peine 7 millions, et qu'à 48 mois, donc à l'âge de 4 ans, il y a un écart d'environ 30 millions de mots entre les familles les plus aisées et les familles les moins aisées. D'accord? Donc, les chercheurs considèrent que les enfants moins aisés économiquement auraient entendu 30 millions de mots en moins que les enfants plus aisés économiquement, selon cette étude-là. Donc, la question pour vous, est-ce que ça a vraiment une importance? Est-ce qu'un enfant, pour apprendre à parler, a vraiment besoin d'entendre 48 millions de mots? Peut-être qu'avec 10 millions, il fait déjà le boulot très bien. Donc, on ne sait pas vraiment estimer la quantité qui est nécessaire. Mais Hart et Risley se sont intéressés au vocabulaire de ces enfants en essayant de les mesurer, en disant, OK, pour savoir si ces différences-là ont un réel impact dans le développement langagier des enfants, on va essayer d'estimer combien de mots ils connaissent maintenant. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est qu'à l'âge de 3 ans, le vocabulaire des enfants était complètement corrélé à la quantité de mots qu'ils avaient entendus par les parents à la maison. Et donc ici, qu'est-ce qu'on observe? Donc cette fois-ci, c'est le nombre de mots, la quantité de mots que les enfants connaissent. On observe qu'à 3 ans, les enfants des familles plus aisées économiquement, donc les familles des cadres, connaissaient environ plus de 1 000 mots, tandis que les enfants qui venaient de familles moins aisées étaient à peine à 500 mots. Donc, ça a un impact très important. La taille du vocabulaire des enfants reflète déjà l'écart dans l'input à l'âge de 3 ans. D'accord? Donc, dès l'entrée en maternelle, on sait qu'il y a énormément de variabilité dans la quantité de langage que nos enfants connaissent.
Et ces disparités peuvent être dramatiques si on ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on sait que le vocabulaire évalué à l'âge de 3 ans peut prédire le score dans d'autres tâches de vocabulaire, même à l'âge de 9-10 ans. Ça veut dire que ceux qui ont plus de vocabulaire à 3 ans vont aussi être ceux qui ont plus de vocabulaire à 9-10 ans si on ne fait rien. D'accord? Et ceux qui ont moins de vocabulaire à 3 ans sont aussi ceux qui vont avoir toujours moins de vocabulaire à l'âge de 10 ans. On sait que le vocabulaire à l'âge de 3 ans est aussi corrélé avec des scores de compréhension en lecture plus tard. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vos enfants qui ont peu de vocabulaire en maternelle sont aussi ceux qui vont avoir plus de difficultés à lire plus tard. Et en CE1, les enfants qui sont issus de classes moyennes ont environ 6 000 mots, tandis que ceux de classes moins aisées ont 4 000 mots. Donc, soit environ 2 ans de retard dans le développement de leur vocabulaire. Et il y a aussi d'autres études, même plus récentes, se sont intéressées à tous les facteurs qui pouvaient impacter la réussite des enfants au sein de l'école. Et donc, cette étude-là, par exemple, de Pace et ses collaborateurs, qui a été publiée en 2020, je crois, et ils ont eu accès aux données qui étaient récoltées sur toute une cohorte d'enfants qui a été suivie de l'âge de 6 mois jusqu'à 15 ans par l'équivalent d'une espèce de sécurité sociale aux États-Unis, donc le ministère national de la santé là-bas. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi ces enfants dès l'âge de 6 mois en faisant passer des entretiens avec des pédiatres, des entretiens avec des psychologues, des tâches pour mesurer les capacités de fonction exécutive, des tâches pour mesurer les capacités langagières et d'autres questionnaires qui étaient administrés auprès des parents pour savoir chaque élément de leur quotidien qui pouvait impacter le développement des enfants et plus tard la réussite en école. Et ce qu'ils ont fait, c'est plus tard essayer de croiser toutes ces informations-là avec la réussite des enfants au sein de l'école. Donc, les notes dans les différentes matières, les disciplines, etc. Et aussi d'autres tâches qu'on leur faisait passer en école. Et ce qu'ils ont pu voir avec cette étude, c'est que le niveau de langage à l'entrée à l'école était le meilleur prédicteur de la réussite scolaire des enfants. Donc, le niveau de langage pouvait prédire, bien évidemment, le niveau de lecture, mais aussi le niveau de mathématiques, donc la compréhension de problèmes mathématiques, les aptitudes sociales des enfants, les compétences langagières ultérieures aussi, en CP et en troisième année, donc en CE2. Le niveau de langage à l'entrée à l'école était aussi le meilleur prédicteur de la quantité d'informations que les enfants allaient réussir à apprendre au sein de l'école. Donc, c'est-à-dire que ceux qui avaient plus de langage quand ils arrivaient à l'école étaient ceux qui apprenaient plus, qui progressaient plus à l'école que ceux qui avaient moins de langage. Donc, heureusement, l'école faisait bien son job, tout le monde progressait en fonction des années, mais ceux qui connaissaient plus de langage progressaient plus que ceux qui connaissaient moins de langage. Donc, vous pouvez imaginer un exemple comme celui-ci. Imaginons que vous faites du sport tous les jours et que vous progressez, je ne sais pas, 5% tous les mois, d'accord, en faisant cette activité-là. Il y a la différence entre ceux qui progressent 5% tous les mois et ceux qui progressent peut-être 1% tous les mois. Donc, c'est cette quantité-là qui n'était pas la même au sein de l'école. Donc, ceux qui avaient plus de langage avaient une meilleure progression entre le CP et le CE2 et entre le CE2 et le CM2 que ceux qui avaient moins de langage. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment on fait pour intervenir, pour essayer de lutter contre ces inégalités et pour favoriser l'apprentissage du langage oral en maternelle? Au cours de cette conférence, je vais vous proposer deux solutions. Donc, la première, c'est de pouvoir identifier le plus tôt possible les enfants qui sont à risque. Donc, les enfants qui ont pas un bon niveau de langage ou qui sont peut-être juste derrière les autres dans ce développement langagier pour pouvoir agir sur eux et éviter qu'ils aient toujours ces difficultés-là quand ils arrivent à l'école pour apprendre à lire. D'accord? Donc, pour ça, nous avons besoin d'un outil qui puisse nous aider à identifier qui sont ces enfants. Parce que tout le monde sait que les cas les plus aberrants, un enfant qui prononce mal certains mots, qui n'arrivent pas à comprendre des instructions classiques, tout le monde sait identifier. Mais par contre,
C'est pas de ça que je parle. Je parle des enfants qui souffrent en silence, qui ont un petit vocabulaire, qui ont peu de connaissances des structures syntaxiques dans leur langue, qui arrivent plus ou moins quand on dit viens ici, va là, arrête, mais qui sont souvent en silence parce qu'ils ne connaissent pas beaucoup de choses. D'accord? Ces enfants-là, ils passent entre les mailles et on ne les identifie pas. Et ils continuent à être impactés par ces faibles connaissances langagières. Donc, comment pouvons-nous faire pour les aider, pour les identifier et cibler nos interventions sur ces cas-là? Et une fois qu'on fait ça, comment on peut faire pour apporter l'aide dont ils ont besoin pour surmonter ces difficultés? Donc, pour cette partie, pour la première partie, je vais vous présenter un outil que nous avons créé qui permet d'identifier ces enfants. Et pour la deuxième partie, je vais vous parler un peu de recherches appliquées qui ont été faites en utilisant les contextes qui ont été identifiés en laboratoire, par exemple, comme étant les meilleurs contextes d'apprentissage du langage et qui ont été traduits dans la vie de tous les jours dans des solutions appliquées pour favoriser l'apprentissage du langage, non seulement pour les enfants maternels, mais aussi les plus grands. Donc, je vous disais, il nous faut un moyen d'identifier les enfants qui sont à risque le plus tôt possible, n'est-ce pas? Et pour ça, on a besoin de créer un outil qui soit capable de nous aider à faire cette identification. Donc, pour faire ça, on a décidé de créer un outil numérique qui est basé sur les plus récentes découvertes scientifiques et qui, selon nous, est capable d'identifier les jeunes enfants qui ont des difficultés de compréhension du langage dès le début de leur scolarisation. Quand je parle de créer un outil, certaines personnes me posent la question, mais pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un outil? Peut-être que nous avons déjà tout ce qu'il faut, que les maîtresses ont déjà tout à leur disposition pour pouvoir identifier les enfants qui sont en difficulté langagière. J'ai essayé de vérifier ça en faisant une recherche avec plusieurs enseignants de l'éducation nationale qui étaient en maternelle. La réponse n'est pas celle-là. Donc, ils ne disent pas qu'ils ont déjà des outils capables d'identifier ces enfants. Mais quand on regarde aussi tout ce qui existe dans le marché, on sait qu'il n'y a absolument rien qui soit destiné à l'utilisation des enseignants ou de parents, par exemple. Tous les tests qui existent dans le marché pour identifier les capacités langagières des enfants ont été faits, un, pour identifier les cas pathologiques, ce n'est pas les cas dont je vous parlais, des enfants qui sont tout à fait normaux et qui n'ont pas de troubles, mais qui ont néanmoins peu de connaissances langagières. Donc, ce n'est pas pour ces enfants-là, c'est uniquement des tests de dépistage pour les cas les plus graves. Les tests ont été conçus pour être utilisés par des psychologues, par des orthophonistes ou par des médecins et non pas par des enseignants. Les tests sont longs à compléter. Souvent, ils mettent environ 1 heure et ils demandent une production orale de la part de l'enfant. Et vous savez toutes et tous que ce n'est pas quelque chose de très simple à coder si on n'est pas orthophoniste. Donc, par exemple, savoir que l'enfant n'a pas produit le bon R et qu'il a fait un L, etc., c'est des choses très techniques et ça ne serait pas facile à faire par quelqu'un de naïf, de non expert. D'accord? Donc, du coup, les tests qui existent ne peuvent pas être utilisés pour la fin dont nous avons besoin. Qu'est-ce qui manque aux outils actuels? Donc, déjà, être facile à utiliser par des non-experts, donc les enseignants, les parents, mais aussi des tests qui soient capables de distinguer 2 cas de figure. Donc, par exemple, nous pouvons avoir face à nous un enfant qui a peu de connaissances langagières, un petit vocabulaire, peu de grammaire, mais que dès qu'il est exposé à un contexte riche de langage, il est capable d'apprendre. D'accord? Donc, cet enfant-là, on sait que son problème, c'est un manque de stimulation à la maison. Mais aussitôt on lui donne de quoi apprendre, il est capable d'apprendre le langage. On a besoin de distinguer ce cas-là d'autres cas, des enfants qui ont aussi un petit vocabulaire, aussi peu de connaissances grammaticales, mais dès lors qu'on leur donne la possibilité d'apprendre, ils n'y arrivent pas. Ces enfants-là, c'est des cas plus compliqués et eux, ils doivent faire un suivi plus approfondi, peut-être avec une orthophonie. Ce n'est pas un problème de simulation, parce que même quand on les stimule et qu'on donne la possibilité d'apprendre, ils n'y arrivent pas. Et donc, les tests qui existent à l'heure actuelle ne nous permettent pas de distinguer ces 2 cas de figure. Et donc, nous avons besoin
de quelque chose qui nous permette de faire ça. Donc, du coup, très récemment, des collègues qui travaillent avec moi aux États-Unis ont pu développer un test qui s'appelle le QILS, donc le Quick Interactive Language Screen. Qu'est-ce que c'est? C'est un test qui met environ 15 minutes pour être administré, qui fonctionne sur tablette, où on montre des petites images ou des petites vidéos à l'enfant et on leur pose des questions sur ces images ou ces vidéos. Et ces tests-là, qui a été conçu pour des enfants de 3 à 6 ans, euh, peut éventuellement mesurer les capacités en vocabulaire des enfants, leur connaissance grammaticale et en plus leur capacité à apprendre le sens de mots nouveaux. D'accord? En plus, à la fin du test, les personnes qui l'utilisent, donc les parents ou les enseignants, reçoivent en résultat, en feedback, donc sur la performance de l'enfant qu'ils ont testé. Donc, par exemple, on dit, je ne sais pas, vous avez utilisé le test avec Maël. Maël, en vocabulaire, a eu telle note et cette note-là est tout à fait dans la discussion des enfants de son âge. Ou alors, non, Maël est très au-dessus de la performance des enfants de son âge. Il serait important d'aller faire un bilan plus approfondi avec un spécialiste. D'accord? Donc, ça permet tout simplement de, éventuellement, lever un drapeau rouge quand on pense qu'il y a un problème et dire que tout va bien quand il n'y a pas de problème à signaler. Donc, ça permet d'identifier les enfants qui sont à risque. Et donc, ces tests-là a réussi à montrer de belles progressions avec l'âge. Donc, les enfants de 3 ans ont de moins bonnes performances que ceux de 4 ans et ceux de 5 ans ont de meilleures performances que ceux de 5 ans et ceux de 3 ans. Donc, on observe une progression avec l'âge, ce qui est tout à fait attendu. Ils ont aussi trouvé des corrélations avec les différents niveaux socio-économiques des parents. Donc, les enfants dont les parents ont plus d'années d'études ont des meilleures notes à ces tests-là que les enfants de parents moins scolarisés. Et ils ont aussi trouvé des corrélations entre la performance des enfants dans ces tests-là à l'âge de 3 ans et plus tard, leur capacité en lecture et la réussite scolaire aussi. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant si on veut développer un test similaire en français? Une idée très simple, c'est on n'a que à traduire le test, donc travailler avec eux, prendre les images, prendre les phrases et développer tout ça en français. Et comme ça, on aura le test en français. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Donc, une traduction, on a essayé, hein, mais c'était horrible parce que les types de phrases qui sont utilisés en anglais ne sont pas facilement adaptables en français. Les, les, les simili utilisés, donc les images, les vidéos, les structures de phrases, tout a dû être changé parce que, par exemple, vous travaillez dans des cas, dans des contextes plurilingues et dans des pays différents. Vous savez qu'un bus scolaire aux États-Unis n'est pas forcément le même bus scolaire en France, qui n'est pas forcément le même bus scolaire en Afrique, etc. Donc, ça change énormément. Une boîte à lettres aux États-Unis n'est pas la boîte à lettres que nous avons, par exemple, à Paris. Donc, on ne pouvait pas tout simplement prendre le test américain et le faire passer à nos enfants français. Donc, on a dû tout changer. Et notre défi était de créer un test qui soit fiable, qui soit valide, qui soit normé. Donc, c'est-à-dire qu'on ait un échantillon représentatif de la population qui soit testé en tant que groupe témoin pour qu'on puisse tester d'autres enfants dans l'avenir et pouvoir comparer leurs performances aux enfants qui ont été testés en premier, donc le groupe témoin pour savoir où est-ce qu'il se situe par rapport aux enfants témoins de la même tranche d'âge. Et surtout, un test qui soit adaptable ou adapté à la culture française. Donc, pour vous donner une petite idée du boulot, donc on est parti des choses comme celle-ci. Par exemple, là, c'était un item où on mesurait les connaissances grammaticales des enfants. Et dans la version américaine, il posait la question, How's the baker roasting marshmallows? Donc, comment vous dire que pour mes enfants français, déjà, c'est pas très courant qu'on ait une espèce de cuisinier assis dans un jardin, dans un fauteuil roulant, en train de faire griller des chamallows.
Donc, même si je traduis cette phrase, je ne suis pas sûr que le taux de réussite sera le même que pour les enfants américains, mais tout simplement parce que ça fait moins partie de la culture française que la culture américaine. Mais on a quand même développé une série d'images nouvelles où on a essayé d'être le plus fidèle possible au test américain parce qu'on voulait répliquer les résultats des États-Unis. Mais on a aussi adapté ça à notre culture française et donc on a créé un nouvel item et cette fois-ci, c'est comment est-ce que le monsieur fait des crêpes. Donc, nous avons la même complexité, mais nous avons des items et des images qui sont plus adaptés à notre culture française, donc pour les enfants francophones. Et tout ce travail a donné lieu à un nouveau test, donc il ne va pas s'appeler le Pulse français, parce que malheureusement, il n'est pas le Pulse, tout est différent, même si conceptuellement, on pourrait garder la même idée derrière. Mais le test, il s'appelle Tikoala. Donc, c'est un test interactif de compréhension et apprentissage du langage. Pourquoi? Donc, compréhension du langage, parce qu'on a des vocabulaires et des structures syntaxiques du français, mais aussi apprentissage du langage, parce qu'on teste aussi la capacité des enfants à apprendre le sens de mots nouveaux. Donc, qu'est-ce qu'on a mis dans ce test? On a, par exemple, toute une partie qui va tester le produit du langage, donc c'est-à-dire tout ce que l'enfant connaît déjà de la langue française. Donc, on va tester le vocabulaire en demandant un certain nombre de noms connus en français, des verbes qui sont connus en français. Il y a des items qui testent les prépositions, donc au-dessus, en dessous, devant, derrière, entre, les connecteurs logiques, avant, après. Donc, vous, toutes et tous ceux qui sont enseignants en maternelle savent que ces choses-là font partie du programme de la maternelle aussi. Donc, des phrases qui commencent par où, qui, comment, pourquoi. Donc, qui fait un bisou au bébé. Des phrases dans le passé. Donc, il était où le chapeau? Les phrases prépositionnelles. Donc, montre-moi la poule qui est derrière la chaise blanche, qui sont aussi des phrases qui font partie de l'évaluation nationale, par exemple, en France. Et des phrases, des clauses enclavées. Donc, quand on dit, par exemple, si je dis Mamie a dit à Jean d'aller dans la salle de bain et de prendre sa douche, et puis après, je dis, mais en fait, Jean n'est pas dans la salle de bain, il est dans la chambre. Et après, je demande à l'enfant, où est-ce que Mamie a dit à Jean d'aller? Et j'espère qu'il sache qu'elle a dit d'aller dans la salle de bain plutôt que dans la chambre. Donc, mais on va tester également les capacités de traitement ou le processus. Donc, c'est la capacité à apprendre des mots nouveaux. Et donc là, on va tester la capacité des enfants à apprendre de nouveaux noms, de nouveaux adjectifs, de nouveaux verbes, et aussi la capacité à convertir des phrases dans la forme active en forme passive et vice-versa. Donc, par exemple, si je dis, oh, la dame forme le monsieur, et puis après, je dis, qui a été formé? Donc, il faut qu'ils puissent comprendre dans le contexte qui a été victime de l'action. D'accord. Donc, c'est un petit test qui fonctionne sur tablette. Les enfants adorent jouer à ça. Ça dure environ 15 minutes pour être administré. Il n'est pas très long. Il n'y a que 48 petits essais. Il utilise des images, des vidéos. Il fonctionne complètement sur tablette. Donc, les enfants ont juste à toucher pour donner une réponse. Et il va tester donc, comme j'ai dit, le vocabulaire, la syntaxe et la capacité à apprendre des mots nouveaux. Donc, là, par exemple, pour vous montrer quelques items du test, donc vous avez par exemple une série d'images comme celle-ci. On va dire aux enfants, montre-moi le porte-manteau. Et ils doivent cliquer sur l'image où il y a le porte-manteau. Mais vous remarquez bien que parmi les distracteurs, nous avons bien un port, nous avons bien un manteau et nous avons aussi une poubelle, donc qui commence par E, et enfant, le porte-manteau qui est là. Donc, ça va tester bien évidemment la capacité à reconnaître l'image correcte, mais aussi la capacité à faire la part des choses et ne pas tomber dans les distracteurs. Donc, il y a aussi un peu d'audition qui va être testé là-dedans, parce que si, dès qu'il entend le porte et qu'il ne fait pas attention à toute la phrase, ben, il va finir par choisir la mauvaise image. D'accord? Donc, en grammaire, vous avez vu l'item avec les crêpes. Et on teste aussi la capacité à apprendre les mots nouveaux. Donc, par exemple, en essai, on va dire, on va montrer ces images-là et on va dire à l'enfant, montre-moi on va dire, le torba est bleu. Tu peux me montrer un torba ou montre-moi le torba bleu.
Et ici, vous voyez bien qu'il y a deux choses pour lesquelles il n'y a pas vraiment de nom, parce que c'est des objets nouveaux. Il y en a un, une espèce de toupie qui est jaune, et il y a cette espèce de roue qui est bleue. D'accord? Et les deux autres choses ici qui sont bleues, l'enfant connaît déjà à son âge, donc il sait par exemple qu'est-ce que c'est en francs ou en livres. D'accord? Et donc, quand on demande aux enfants, montre-moi le torba bleu, par élimination, il peut se dire, il y a trois choses là qui sont bleues, sauf que ces deux-là, je connais, donc le torba ne peut être que ces trucs-là. Super. Mais est-ce qu'ils apprennent réellement le nouveau mot dans ce contexte? Pour savoir ça, juste après que l'enfant ait choisi cette image, on va passer à un autre essai où cette fois-ci, on va dire, tu peux me montrer un autre torba. Et là, il y aura à nouveau deux nouveaux objets pour lesquels on n'a pas de nom, donc cette espèce de robot, un truc qui est bleu, mais qu'ils connaissent bien, le biberon, un marteau qui est jaune et un torba qui est vert. Et on va considérer la réponse correcte de l'enfant que si ici il choisit cet torba-là, et là il est capable de généraliser ça à un autre objet qui a les mêmes propriétés. Donc c'est comme ça qu'on va dire il a réellement appris le sens de ces mots-là, et c'était pas tout simplement une espèce de disambiguisation ici en faisant une élimination. D'accord? Donc, du coup, avec ces tests, on a pu, par exemple, faire passer environ 1200 enfants en tout, dont 800 monolangues, donc des enfants qui n'apprennent que le français en tant que langue maternelle. Et c'est là les résultats que vous allez voir. Mais j'ai aussi, mais je n'ai pas le temps de vous présenter aujourd'hui, mais je peux vous présenter pendant les questions, si on a le temps, les résultats des enfants bilingues et plurilingues qui sont en train d'apprendre plus que le français à la maison et pour qui le test fonctionne pareil, même si leurs performances globales sont moins bonnes que celles des enfants qui apprennent qu'une seule langue. Mais ici, c'est tout simplement parce qu'on les a testés que en français. Je n'ai pas testé les autres langues aussi qui sont en train d'apprendre. D'accord? Donc, ce qu'on observe avec ces 800 enfants qui ont été testés, c'est à nouveau une belle progression avec l'âge. Donc, vous avez les performances des enfants de 3 à 4 ans, 4, 5 ans, 5, 6 ans et 6, 7 ans. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est d'observer que chaque petit point que vous voyez ici représente la moyenne d'un enfant dans le test. Donc, quand j'ai commencé mon intervention aujourd'hui en vous disant, il y a énormément de variabilité entre les enfants dans la quantité de langage qu'ils connaissent quand ils arrivent à l'école, certains sont peut-être un peu sceptiques et disent, oh là là, ils connaissent à peu près les mêmes choses. Là, vous voyez bien que non. Et que cette variabilité est énorme puisque nous pouvons aller de quasiment 10% de bonnes réponses chez un enfant de 3 à 4 ans à quasiment 100%. Donc, chaque petit enfant ici représente, chaque petit point représente un enfant. Et vous voyez que globalement, ils sont très différents dans la quantité de langage qu'ils observent. Et cette variabilité va se réduire au cours de l'âge. Donc, c'est pour ça que euh, la plupart des points ici sont entre 50 et 100%. Il y en a très peu par là. Et puis après, ça a tendance à augmenter parce que euh, il progresse avec l'âge. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que même entre 6 et 7 ans, donc l'âge pour lequel on pensait le test va être déjà hyper facile pour eux, parce que c'est quand même un test où des enfants de 3 ans hein, réussissent. Donc, vous avez encore de la variabilité entre les enfants et certains enfants qui sont encore très faibles dans leur capacité langagière. On a fait passer ces tests aussi par le ministère de l'Éducation nationale en France via l'ADEP. Donc, certains parmi vous doivent connaître. L'ADEP, c'est l'organisme de l'éducation nationale responsable par les évaluations nationales en France et donc qui font toutes les évaluations au sein de l'école. Et ils ont fait passer le TICOA à environ 3000 enfants de 3 à 4 ans, dans toutes les écoles de France, donc partout dans le pays. Et on a, on vient de regarder un peu les résultats qu'ils ont obtenus. Et ce que vous voyez ici, c'est les résultats des enfants des écoles privées, les écoles publiques hors éducation prioritaire, les écoles HEP et les écoles HEP+. Et ce qu'on observe, c'est quasiment une corrélation linéaire avec le niveau
de ces écoles. Donc, malheureusement, les enfants des écoles privées ont des meilleures performances par rapport aux enfants des écoles publiques hors éducation prioritaire, qui, eux, ont des meilleures performances que les enfants des écoles HEP et HEP+. Donc, ça, en quelque sorte, ça réplique ces effets que je vous ai montrés dans l'étude de Hart et Risley, qui montraient que le niveau socio-économique des familles avait un impact aussi sur la quantité de langage ou de capacité langagière que les enfants de ces familles avaient. Donc, c'est à peu près ça qu'on observe ici. Donc, du coup, le Tikwala peut être une stratégie efficace pour identifier les enfants qui auraient éventuellement des difficultés en langage. Donc, par exemple, si vous prenez tous ceux qui sont en dessous de 25% de bonnes réponses ici, vous imaginez bien la quantité d'enfants que vous allez identifier quand même et que vous pourriez prendre en charge pour éviter qu'ils soient affectés plus dramatiquement par ces difficultés plus tard au moment de l'apprentissage de la lecture. Donc maintenant, et je ne sais pas combien de temps il me reste, peut-être 3 minutes. Donc, pour apporter l'aide dont ils ont besoin pour surmonter les difficultés, il faudrait qu'on puisse créer des environnements linguistiques qui soient très riches et stimulants pour leur donner la possibilité d'apprendre de plus en plus le langage. Donc, pour cela, je vais vous présenter rapidement les 6 principes qui ont été publiés dans cet article-là, que vous pouvez consulter comme vous voulez, donc qui s'appelle Une question de principe. Donc, en utilisant les sciences du langage et dans la salle de classe et au-delà. Donc, l'idée ici, c'est se baser sur la littérature scientifique pour identifier les contextes généraux d'apprentissage du langage qui donnent lieu à un apprentissage plus robuste et plus riche et essayer de traduire ça dans la vie de tous les jours pour favoriser l'apprentissage du langage. Donc, grâce à ces principes qui viennent de la recherche, on a pu identifier un certain nombre de facteurs qui peuvent nous aider ici à guider les différents types d'interventions que nous pouvons mettre en place pour favoriser l'apprentissage du langage en maternelle. Donc, le premier principe, c'est le principe de la fréquence. C'est lui qui dit que les enfants apprennent ce qu'ils entendent le plus et qui insiste sur l'importance d'utiliser plusieurs mots, beaucoup, dans différents contextes avec ces enfants. Le deuxième principe, c'est le principe d'intérêt. C'est lui qui dit que les enfants apprennent les mots sur les choses, sur les événements qui les intéressent, pas sur les choses et les événements boring ou les choses sans intérêt pour eux, dont ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de parler de ces choses-là. D'accord? Les enfants, il y a aussi le contexte d'interaction. Les contextes d'interaction entre les enfants et les adultes donnent lieu à des occasions d'apprentissage du langage qui sont plus riches, plus robustes. Je vous ai montré l'étude de Hart et Risley qui justifie cette question d'interaction aussi. On sait que apprendre les langues étrangères via les écrans, sans interaction réelle avec une autre personne, est beaucoup moins efficace que apprendre réellement en contact avec les autres personnes. Il y a le principe de pertinence. C'est lui qui dit que les enfants apprennent mieux dans des contextes qui sont informatifs et pertinents pour eux. Le principe de diversité. Les enfants ont besoin d'entendre plusieurs types de mots et de structures syntaxiques de phrases pour apprendre le langage efficacement. Donc, être exposé à plusieurs locuteurs différents de sa langue est aussi bénéfique pour les exposer à cette diversité linguistique. Donc, je pourrais, dans une autre intervention avec plus de temps, vous détailler chacun de ces principes et montrer tout ce qu'il y a là-dedans, mais déjà, je voudrais vous pointer vers la référence pour que vous puissiez aussi aller voir plus en détail. Et le 6e principe, c'est le principe de réciprocité. C'est celui qui va vous dire que les compétences de vocabulaire, de grammaire et de construction d'inférence sont des processus réciproques et qui sont appris en synergie par les enfants. Donc, des compétences dans un domaine favorisent l'apprentissage dans l'autre et vice-versa. Combien de méthodes de rémédiation langagière va focaliser leur attention sur l'augmentation du vocabulaire en essayant de faire apprendre des mots par des flashcards aux enfants et des mots qui sont présentés en isolation. Ça, c'est une bouteille, ça, c'est un téléphone, ça, c'est un mug, ça, c'est... Et malheureusement, ces interventions-là sont très faibles, ne donnent pas vraiment lieu
à beaucoup d'améliorations dans le niveau vocabulaire des enfants. Pourquoi? Parce qu'on oublie de penser que les enfants apprennent des mots dans la vie de tous les jours, dans plein de contextes syntaxiques différents et qui font plein d'associations entre ces différents contextes-là. Et que des fois, la grammaire peut nous aider à enferrer le sens des mots, et des fois, le sens des mots peut aussi nous aider à enferrer la grammaire. Donc, imaginez par exemple, si je vous donne une phrase où vous ne connaissez absolument aucun mot, d'accord, si je vous dis la bamoule dorip pirdu, vous pouvez faire des inférences quand même en vous disant, bah, la bamoule, c'est peut-être quelqu'un, Doripé, c'est ce qu'elle a fait, et Lopirdu a été la pauvre victime de la bamoule. Donc ici, des connaissances grammaticales vous ont permis de faire des inférences sur le sens de mots. Donc la grammaire vous donne une idée sur le sens des mots. Et vice-versa. Donc si je dis par exemple la bamoule, vous dites la, c'est en article, donc la chose qui vient après, c'est en nom. Donc vous faites aussi de la grammaire pour déterminer la catégorie syntaxique d'autres mots. Bon, je sais que c'est un peu vague présenté comme ça, si je ne rentre pas trop en détail, mais l'idée, c'est que si on utilise ces contextes-là euh, euh, dans la vie de tous les jours, donc plus on utilisera les apprentissages du langage via ces contextes, donc plus on va permettre aux enfants de développer leur vocabulaire, d'apprendre des connaissances syntaxiques différentes et donc de progresser dans le niveau langagière en maternelle. D'accord? Donc ici, imaginez, c'est ce qui se passerait si on ne fait rien. Donc les enfants progressent avec l'âge, mais si on commence à leur faire apprendre du langage en utilisant les 6 principes que je vous ai présentés, l'idée, c'est qu'on pourrait augmenter leur capacité langagière dès le début et plus encore avec l'âge. Donc, pour vous montrer des exemples qui ont été de recherche-action qui ont été développés pour favoriser l'apprentissage du langage. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de recherches qui ont été faites au niveau de la famille et de la salle de classe et aussi au niveau de la communauté. Donc, c'est une équipe de chercheuses américaines, notamment l'équipe de Cathy Echpasek, qui est une des collègues qui a travaillé avec moi dans le développement du test Koala. Donc, ici, ils ont créé le projet Duet. C'est quoi? C'est un projet de recherche participatif avec la communauté locale à Philadelphie, la ville dans laquelle ce laboratoire est basé, où ils ont décidé de concevoir une nouvelle méthode d'intervention qui était fondée sur des preuves scientifiques chez les familles. Donc, la mission qu'ils se sont donnée avec ces projets, c'était de renforcer les bases de la communication entre les enfants, les parents, les autres personnes de la communauté pour améliorer l'apprentissage du langage oral et mieux préparer les enfants pour l'apprentissage de la lecture et la réussite scolaire. Donc, c'est un projet qu'ils ont mis en place à la fois en école avec les enseignants, mais aussi au centre de famille, où ils visaient favoriser la prise de connaissances chez les parents déjà du problème. Donc, tout ce que je vous ai raconté sur comment les familles peuvent être différentes par rapport au type de simulation qu'elles offrent aux enfants, au type de contexte qu'ils offrent pour les simulations langagières et à quel point ça peut impacter le développement de l'enfant. Donc, une fois qu'on raconte ça aux familles, bien évidemment, ils sont tous preneurs de nouvelles solutions qu'ils pourraient mettre en place pour mieux parler à leurs enfants, pour parler davantage, pour créer plus de situations interactives avec les enfants. Donc, la deuxième étape ici, c'était de donner des outils nécessaires aux parents pour pouvoir agir, augmenter la qualité et la quantité des interactions et améliorer les résultats de langage et la réussite scolaire des enfants. Donc, une des choses qu'ils ont développées, qui était toute simple, c'était des petites chartes graphiques, donc des bandes dessinées, qui expliquaient aux parents les meilleurs contextes d'interaction et des différentes choses qu'on peut faire quand on est avec les enfants, par exemple, dans une situation comme le supermarché, où on va montrer, donc ici, ils pouvaient cliquer sur les différentes bandes dessinées et voir même comme la maman interagissait avec l'enfant. Donc, par exemple, quand on dit que dans un des principes d'intérêt, de réciprocité, il faut qu'on utilise le mot dans différents contextes syntaxiques, il faut que l'enfant comprenne l'intérêt des choses qu'on dit, les interactions entre les enfants et les adultes. Donc ici, on va dire, vous pouvez, par exemple, bénéficier d'un moment où votre enfant est intéressé par quelque chose pour lui apporter plus d'informations que ce qu'il a demandé. D'accord? Et faire des associations avec ce qu'il dit. Donc, vous pouvez commenter sur ce qu'il dit et aller au-delà. Donc, par exemple, là, ils vont voir une maman qui est dans un supermarché avec sa fille et sa fille qui dit oatmeal, oatmeal ou céréales, céréales en montrant la boîte de céréales.
Et la maman qui va réagir à ça en disant, ah, mais tu as raison, Ashley. Tout ça, ce sont des céréales. Donc, tu sais, les céréales, ils ont tellement de saveurs, de parfums différents. Donc, lequel tu aimes le plus? Et là, Ashley, elle continue juste à pointer. Ah, montre-moi lequel tu veux. Donc, elle pose une question à l'enfant, elle attend une réponse, donc ça va faire parler à l'enfant. Oui, et donc elle fait le petit bruit d'une abeille. Elle va dire, oui, c'est une abeille. Et tu sais pourquoi il y a une abeille sur cette image? Parce que les abeilles font du miel. Et les miels, donc, sont produits par les abeilles. Donc, ça montre comment interagir avec l'enfant, le type de langage qu'il faut utiliser, le type de phrase qu'on peut faire, la vitesse qu'on utilise quand on parle aux enfants, et aussi donne des exemples de comment interagir dans le quotidien. Donc, il faut savoir, là, vous pouvez cliquer sur ces liens de Dropbox. Il y a plein d'autres exemples différents qui peuvent être donnés aux parents. Donc, je vous invite à les voir. Mais il faut savoir aussi que nous avons un autre site web qui a été créé notamment par des collègues de l'École normale supérieure. Donc, c'est des chercheurs qui se sont réunis pour créer aussi d'autres bandes dessinées et d'autres textes à destination des parents et des grands publics qui expliquent aussi les meilleurs contextes d'apprentissage du langage, les différentes situations du quotidien qui peuvent influencer la qualité d'apprentissage des enfants et qui peuvent donc être utilisés pour former des parents et des enseignants autour de la problématique du langage et donc donner plus d'éléments de réussite pour les enfants. Donc, par exemple, ça, c'est en print screen de leur écran. Donc, vous voyez, comment puis-je aider mon enfant à lire de manière plus fluide? Comment les enfants apprennent la différenciation entre une question et une affirmation? Quel est l'impact des écrans pour les apprentissages? Quels sont le rôle de langue des signes, par exemple, pour développer le vocabulaire de mon enfant? Donc, plein de questions auxquelles les parents se posent. Et donc, les chercheurs se réunissent, ils font une revue de la littérature, ils apprennent quelles sont les découvertes récentes scientifiques sur cette question. Et puis après, ils essayent de répondre à ça en forme de bande dessinée, en expliquant dans le texte aux parents comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est que plus on utilise ces types de documents avec les parents, avec les enseignants, plus ils vont commencer à mieux communiquer avec les enfants pour favoriser l'apprentissage du langage à ces enfants. Il y a aussi, là, je ne sais pas qui Véronique, il faut peut-être que j'ouvre le temps pour les questions. Oui, il reste 10 Ouais, minutes. Alors peut-être que tu peux écourter ce que tu souhaitais juste, ouais, absolument mentionner ouais. peut-être en fin Je, d'intervention. Voilà. Je vais juste essayer de finir en 1 minute. C'est pour vous montrer qu'une intervention, par exemple, faite au supermarché, où on a tout simplement mis des affiches dans le supermarché en expliquant l'importance d'interagir avec les enfants, de leur donner des exemples, de montrer des images, de communiquer avec eux, poser des questions, attendre des réponses, pouvait aussi les aider à mieux apprendre le langage et mieux se développer. Et donc, l'idée ici, c'est très simple. On filme le supermarché pendant une semaine tant qu'on n'a pas mis les affiches là-dedans et on voit combien d'interactions ont souvent lieu là entre les parents et les enfants. Et puis on met les affiches sur les murs et on mesure la même chose et on voit si ça augmente ou pas. Et la réponse est oui, ça augmente énormément le type et la qualité d'interaction qui ont lieu dans ces supermarchés. Donc ça montre quand même, ça nous donne des idées de comment favoriser l'apprentissage du langage en mettant des affiches, par exemple, en expliquant aux parents le rôle de parler, de chanter, de faire des signes avec les enfants. Une autre application, c'était à Philadelphie, ils ont aussi transformé les espaces urbains, transformant par exemple, les squares publics en introduisant des jeux qui faisaient travailler des capacités, par exemple, d'apprentissage spatial, les narratives langagières, les fonctions exécutives avec les enfants. Et ils ont pu montrer qu'effectivement, c'était très efficace de changer l'environnement. Là où les parents normalement attendent avec les enfants, attendent en bus, on ne fait rien pendant qu'on attend en bus. Mais s'il y a des petits jeux interactifs pendant cette attente-là, les enfants et les parents commencent à discuter, utilisent des termes visuels-spatiels, font plus de production narrative et donc ça aide à favoriser l'apprentissage du langage aussi. Donc, les conclusions de cette présentation, c'est que si nous identifions les enfants en difficulté le plus tôt possible et que nous commençons à construire des bases solides pour l'apprentissage du langage en appliquant les 6 principes à la maison, dans nos salles de classe et dans notre communauté, nous pouvons réduire l'écart des 30 millions de mots que je vous ai montré au début de ma présentation,
On pourra aider les enfants à être prêts pour apprendre à lire quand ils vont arriver à l'école pour apprendre à lire. Et donc, ils pourraient mieux réussir au sein de l'école. Et nous pouvons mesurer notre progrès au fil du temps, puisque nous avons des outils maintenant qui peuvent nous montrer à quel point ils apprennent ou pas en fonction des différentes interventions que nous pouvons mettre en place. Donc, comme point de départ, nous devons commencer les interventions le plus tôt possible et créer des environnements linguistiques riches qui encouragent les gens à engager des conversations linguistiques de qualité avec les enfants. C'est comme ça qu'un environnement linguistique de qualité pourrait nous aider à favoriser l'apprentissage du langage oral en maternelle et la réussite des enfants au sein de l'école. Et je m'arrête là pour pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Alex. Euh, Est-ce que, voilà, parmi le public, est-ce qu'il y a des questions à poser? Alors, pour le moment, non. Vous pouvez tout à fait ouvrir votre micro. Il nous reste quelques minutes. Voilà, ce serait dommage de rater l'occasion de peut-être poser une ou deux questions à Alex de Carvalho. Merci, Marianne. Donc, c'était très intéressant, Alex. Oui, bonsoir. Bonsoir. Euh, Vous avez dit que les résultats étaient un peu différents pour des enfants bilingues ou même Mhm. trilingues, puisqu'on a des enfants trilingues dans nos classes. Euh, Quels sont ces résultats, s'il vous plaît? Ouais, je peux vous montrer. En gros, si on compare juste la moyenne des enfants, attendez, j'ai ça ici. Vous voyez mon écran. Oui, Donc là, par exemple, vous avez le résultat de la cohorte monolangue et là, vous avez le résultat de la cohorte bilingue, toutes langues confondues. C'est-à-dire que ici, c'est des enfants qui sont bilingues en France, donc ils peuvent parler arabe à la maison, ils peuvent parler anglais, ils peuvent parler espagnol, ils peuvent parler portugais, ils peuvent parler... Et j'ai tout mis ensemble. D'accord? Donc, globalement, qu'est-ce qu'on observe? On observe aussi une belle progression avec l'âge. Donc, ils vont tous continuer à apprendre et progresser en français au sein de l'école, mais leurs performances sont moins bonnes que les enfants qui apprennent que le français. Mais rappelez-vous, c'est parce que je vous ai dit, ils sont en train d'apprendre que le français, donc c'est sans surprise. D'accord? Peut-être que si je testais l'apprentissage de l'autre langue, ça pouvait s'additionner ici et donc donner lieu à quasiment les mêmes types de performances cognitives. Mais ce n'est pas comme ça qu'on mesure. Donc, du coup, à tous les âges, donc qu'on prenne des 3 à 4 ans bleus ici et qu'on compare ici, on voit que les performances sont un peu plus faibles. 4 à 5, plus faibles ici que là, 5 à 6 et 6 à 7. D'accord? J'ai fait une autre étude au Maroc où on a du coup tout contrôlé et on a pris que l'échantillon des enfants qui parlent arabe à la maison et qui sont en train d'apprendre le français à l'école. Les résultats sont les mêmes que celui-ci. D'accord? Donc, ça montre juste que oui, ils ont des performances un peu moins bonnes que les enfants qui sont en train d'apprendre que le français, mais ils progressent tout aussi bien. Et le fait de parler une ou plusieurs langues ici ne change pas forcément les résultats. Parce que même au Maroc, où ils avaient une seule langue et la même langue pour tout le monde, les performances étaient quand même similaires à celles de tous les enfants avec tous les backgrounds différents mélangés. merci. J'ai également une question dans le chat au sujet de l'outil Tikoala. Mhm. Comment peut-on se le procurer? Est-il disponible Oui, alors, pour l'instant, non, mais bientôt. bientôt? Donc là, on vient tout juste de finir, donc de composer ces groupes témoins, donc de faire passer ces 1200 enfants dans toutes les écoles de France, et puis le travail avec la dette qui a testé 3000 enfants de 3 à 4 ans. Donc la prochaine étape, c'est maintenant justement développer un produit commercial qui pourrait tout simplement intégrer déjà ces résultats-là dans la réponse qui vous est donnée.
D'accord? Donc, c'est-à-dire que si maintenant vous testez le Tikwala, vous allez pouvoir tout de suite avoir un feedback à la fin qui va vous dire, l'enfant que vous venez de tester se situe ici par rapport aux enfants du groupe témoin. D'accord. Donc, c'est cette étape-là. Ça existe, par exemple, pour le test anglais. Si vous voulez utiliser le Quiz, donc parce que vous avez une population anglophone, vous pouvez. Et ça, c'est déjà disponible. Mais pour le Tikwala, c'est pour bientôt, C'est mais pour pas tout de bientôt. suite. Bon, en tout cas, En tout cas, fort pour de notre l'instant, on peut l'utiliser. partenariat, je pense que Voilà, nous serons mis au courant et que c'est nous ça. pourrons diffuser Pour notre l'information. partenariat, on pourra l'utiliser, par Voilà, exemple, comme moi j'ai utilisé dans le test classique, c'est-à-dire pour composer la norme. c'est ça. D'accord? Donc, aussi, imaginons si nous voulons composer maintenant une norme d'enfants bilingues ou plurilingues dans différentes écoles du réseau, on pourra. Alors, il y a une autre question sur les 6 principes Mhm, que tu as énoncés. Est-ce qu'il existe un document qui déploie en fait ces 6 principes par des mises en œuvre, des actions concrètes dans les classes? mhm. L'article que j'ai montré dans ma présentation, il fait ça. Très bien. D'accord? Et donc, il y a d'autres articles aussi de la même équipe, de Katia Spasek, qui donnent aussi encore plus d'exemples qui font ça. Donc, par exemple, la recherche-action que j'ai montrée à la fin, qui a été faite dans le supermarché, ou le projet Parcapolis, où donc ils travaillent la cognition numérique au sein des écoles en essayant de changer les aires des jeux et créer des activités plus dynamiques et qui travaillent ces notions-là. Tout ça, c'est publié dans des articles et tout est bien documenté. D'accord. Donc, peut-être que tu pourras nous faire parvenir le diaporama en plus de Mhm. Oui, bien sûr. l'enregistrement de la conférence de façon à ce que Mhm. l'assistance dispose de ces indications bibliographiques. Il y a également une question sur le plurilinguisme, donc, et Nathalie demande à quel âge les enfants plurilingues rattrapent leur retard en moyenne, si retard il y a, par rapport aux enfants monolingues. Ce qui est peut-être C'est une question auquel je ne saurais compliqué. pas Mm. répondre parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut appeler retard pour un enfant bilingue. Ouais. Parce que comme je disais, moi, je n'oserais pas dire que cet enfant-là, de 3 4 ans, est en retard de quoi que ce soit. C'est pas parce qu'il a des moins bonnes performances que ses enfants monolingues que je vais dire qu'il est en retard. Oui, Il non, est, ma question est peut-être mal formulée, effectivement. C'est pas retard qui me vient, c'est pas le mot approprié, mais disons, Mhm. à quel âge est-ce que ces enfants vont avoir les mêmes performances Ouais, dans les deux langues c'est ça, qu'un enfant Mhm. monolingue? c'est ça. Ouais. Donc, je pense que personne ne saurait répondre vraiment factuellement à cette question parce qu'il y a énormément de variabilité là-dedans. Donc, regardez, par exemple, dans ces résultats-là que je suis en train de vous montrer, j'ai un enfant bilingue de 3 4 ans qui est à 100% de bonnes réponses comme un enfant monolingue là. Donc, à ces moments-là, est-ce que je dis qu'à 3 4 ans, ils ont déjà rattrapé le retard ou la différence? Donc, non, parce que j'ai encore celui-là. Sauf que celui-là, j'en ai le même là, en monolangue. Donc, vous voyez, Oui, mais ce sont des c'est une résultats, question. c'est des résultats en moyenne, en fait. Effectivement, si on s'attache au Ouais, cas d'un enfant en particulier, bon, je suppose qu'on a tout l'éventail, c'est ça. mais Mais c'est là, c'est exactement la réponse. C'est que peut-être la comparaison à des moyennes n'est pas la bonne stratégie Mhm. et n'est pas la bonne façon de procéder. Il faut peut-être qu'on arrête avec ça. Parce que ces enfants sont différents. Il y a de variabilité interindividuelle et que ce qu'on doit faire, et j'espère qu'on va finir par réussir à faire avec le Tikwala, c'est que maintenant, comme vous allez tester un enfant bilingue, vous venez ici, vous le comparez à cette norme-là des enfants bilingues. Et vous arrêtez de le comparer à une norme monolangue et finit par dire, ah, donc ils sont encore... Non, vous allez le comparer à sa norme bilingue et vous allez peut-être vous rendre compte qu'il va très bien comme tous les autres enfants qui sont bilingues et qui sont dans sa tranche d'âge. tout à fait, mais c'est une question que nous posent souvent les parents d'élèves Oui, qui, Mhm. quand ils établissent une norme par Oui, rapport aux moyennes nationales, se disent, oh là mhm. là, on est en retard par rapport à la France. Et à chaque fois, on leur explique que c'est normal parce que les Ouais, enfants sont en train d'apprendre dans un environnement mhm. plurilingue, bilingue, trilingue, et que donc ça prend plus de temps à se construire. Et on a C'est toujours cette ça. question des parents d'élèves qui nous Mhm. disent, ben oui, mais quand est-ce qu'ils vont rattraper, quand est-ce qu'ils vont C'est être au ça. même niveau que les En autres fait, dans toutes les langues? c'est là où je dirais, quand je regarde ça, j'ai presque plus du tout envie de dire qu'il y a
une différence. C'est-à-dire, oui, en moyenne, vous voyez plus élevé là que là, mais en regardant la distribution, j'ai des enfants très faibles ici comme j'ai ici, et j'ai des enfants très forts ici comme Mhm. j'ai là. Et Mhm. donc, à ce moment-là, je n'ai plus envie de dire qu'il y a une disparité entre ces enfants. Il a une distribution normale. Peut-être l'écart type ici, il va être plus réduit que là-bas. Mais je pense que c'est très difficile parce que, encore une fois, tout va dépendre du niveau d'exposition de bilinguisme, s'ils sont vraiment, si c'est tout le temps une autre langue à la maison et français qu'à l'école, ça va mettre plus de temps que si c'est un peu de français à la maison déjà et français aussi à l'école. Donc, le numéro magique, on va dire, à 4 ans, il n'y a plus de différence et ils sont tous. Mais par contre, là où j'aimerais bien que tous les parents soient rassurés quand on regarde ça, c'est qu'ils progressent dans la compréhension du français et ils sont en train d'apprendre. Et donc, tout comme ici, je pense que d'ailleurs, si je commence à comparer la progression entre 3 4 ans pour l'enfant bilingue et pour l'enfant monolingue, j'aurais pas forcément de différence significative parce que je pense qu'ils progressent quasiment au même rythme. Merci. Merci beaucoup. Nous allons clore ce webinaire. Je voulais Euh, juste demander, oui, pardon, je voulais juste demander les liens dont vous avez parlé vers la fin. Où est-ce qu'on Mhm. on peut le trouver? alors Les liens partagés avec voilà. les... Donc c'est ce que je disais. Je demandais à Alex de me faire parvenir le diaporama de façon à ce que nous puissions le mettre sur le site de la MLF, sur la page dédiée au colloque, de façon à ce que vous ayez toutes les informations. D'accord, ok. Il y aura Merci beaucoup. aussi les enregistrements de ces différents webinaires. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Le colloque se poursuit la semaine prochaine, le 2 et le 4 avril, avec pour grande thématique le bien-être en maternelle. Merci à tous, en vous souhaitant une excellente soirée et en vous espérant toujours aussi nombreux la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au Merci. Et revoir. merci beaucoup, Alex, pour ton intervention.